Bonjour à tous et merci de suivre ce 6h30. Une conférence de presse s'est tenue hier à l'hôtel du district d'Abidjan. Elle était animée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko et le procureur de la République Adou Richard. À cette occasion, l'identité du cerveau de l'attentat de Grand Bassam a été révélée. Il se nomme Kunta Dalla. Il est pour l'heure l'homme le plus recherché des services de sécurité ivoiriens. Michel Digri. Aujourd'hui, ce que je peux dire, c'est Kunta Dalla, qui est clairement identifié comme quelqu'un qui était au cœur de l'organisation de l'attentat. Dans les personnes arrêtées, il y a 2 personnes qui étaient avec lui, qui l'ont hébergé, qui étaient en lien direct avec lui et avec la situation. C'est le principal suspect de l'attentat terroriste de Grand Bassam. Après cette conférence de presse, Kunta Dalla sera certainement l'homme le plus recherché de Côte d'Ivoire et même en dehors du pays dans le cadre de l'enquête. 15 autres personnes ont par ailleurs déjà été interpellées. Les investigations menées grâce à l'arsenal ayant servi à l'attaque ont permis de localiser d'autres complices. L'exploitation de ces scellés-là nous ont permis d'aboutir à l'identification et à la traçabilité de certaines personnes qui ont participé donc à ces faits. Et ainsi, le juge d'instruction qui est en voie de saisine déjà, on avait déjà saisi celui de Bassam, mais celui d'Abidjan est déjà en train de confectionner des mandats d'arrêt tant nationaux qu'internationaux afin de pouvoir retrouver ces individus. Pendant que l'enquête suit son cours, le gouvernement est à la tâche pour garantir une sécurité efficiente aux frontières et sur le territoire ivoirien. Vous savez que dans l'espace CEDEAO, nous avons un traité de libre circulation, mais à partir de maintenant, la Côte d'Ivoire ne laissera personne rentrer sur son territoire qui n'ait pas un document d'identité fiable, un passeport sécurisé biométrique ou une carte d'identité biométrique. Pour ne pas gêner la suite de l'enquête conduite par le parquet d'Abidjan, certaines interrogations des journalistes sont restées sans suite. Toutefois, le ministre Ahmed Bakayoko s'est voulu rassurant quant à la suite des investigations. Ce que je veux dire aux Ivoiriens, c'est que cette conférence de presse montre que vos forces de sécurité, les forces d'intelligence sont au travail. Ça n'a l'air de rien pour vous, mais qu'à une semaine après un attentat, qu'un pays qui a réagi aussi vite soit capable déjà de cibler ceux qui l'ont fait, mais avec précision, c'est très important. Et moi, je veux féliciter nos forces, je veux féliciter nos collaborateurs et leur demander d'aller plus loin. Aller plus loin pour démasquer les auteurs et complices de l'attentat de Bassam. Dans quelques jours, le parquet procédera à la reconstitution des faits. Il reviendra alors au doyen des juges d'instruction de poursuivre l'enquête. Les éléphants de Côte d'Ivoire se sont rendus hier à Grand Bassam. Ils se sont inclinés devant la mémoire des victimes de l'attentat du dimanche 13 mars dernier. La sélection ivoirienne a effectué ce déplacement à l'initiative de la Fédération ivoirienne de football. Mamadou Kouassi. Les éléphants footballeurs sur les traces de l'attaque terroriste de Grand Bassam. Avant leur match de ce vendredi 25 mars 2016, Gervinho et ses camarades sont allés s'incliner devant la mémoire des victimes de l'attaque criminelle survenue sur les plages de la ville de Grand Bassam. En visitant les différents sites, les éléphants footballeurs et les membres de la Fédération ivoirienne de football ont trouvé le mot juste pour les populations ainsi que pour les hôteliers de la première capitale ivoirienne. On était vraiment abattus, mais ça fait du bien de venir sur les lieux et puis de saluer. Écoutez, on avance, on avance. Faut pas montrer aux gens qu'on a peur. Mais écoutez, tout ce que Dieu fait est bon. Cependant, nous sommes endeuillés, mais il faut regarder de l'avant. C'est très important. Et montrer à la Côte d'Ivoire qu'en dehors de ce qu'on fait sur le terrain, qu'on a un cœur aussi, qu'on soutient la Côte d'Ivoire, même étant de loin, on suit la Côte d'Ivoire à chaque minute, à chaque heure. Et vraiment, on est triste pour ce qui est arrivé. Mais comme je le dis, on avait vécu des moments difficiles, mais aujourd'hui on est dans une autre vie, une nouvelle vie avec la Côte d'Ivoire. On doit toujours continuer à être soudés ensemble pour pouvoir encore éviter ce genre de choses dans l'avenir. Comme je dis, c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de tristesse. La Côte d'Ivoire est un grand pays fort, béni.
et que voilà, c'est ensemble que nous sommes forts. Donc les Ivoiriens doivent être très solidaires. On va essayer de ramener la victoire le vendredi pour pouvoir mettre un peu de joie dans le cœur des Ivoiriens. Et voilà, et Yako encore une fois. On sait que ce n'est pas facile, mais on est ensemble, c'est la famille. Les joueurs de l'équipe nationale de football ont fait le tour des hôtels victimes de l'attaque. De l'hôtel Loaf à la Payotte, en passant par l'État du Sud. Ils ont sillonné une bonne partie de la plage avant de déposer des gerbes de fleurs en mémoire des victimes de cette atrocité. La Belgique a elle aussi à son tour été visée hier par un double attentat contre l'aéroport et la station de métro de Maelbeek. L'État islamique a revendiqué cette série d'attaques qui ont fait au moins 34 morts. Kader Ouattara, Sylvie Touré. Tout a commencé aux environs de 8 heures. 2 explosions surviennent dans le hall des départs de l'aéroport international de Bruxelles. Bilan, 14 morts et des centaines de blessés. S'ensuit une panique générale qui fait elle aussi de nombreux blessés. Il a parlé dans une langue arabe et après j'ai vu une détonation mais énorme. Donc c'était une panique générale. Tout le monde courait de gauche à droite. Moi je suis allé me cacher. J'ai vu les vitres du toit tomber. Puis, près d'une heure plus tard, une station de métro dans le quartier européen essuie une autre explosion qui, elle, a fait 20 morts. L'alerte antiterroriste est relevée à son niveau maximal. Les aéroports bruxellois restent fermés et les vols déroutés. L'organisation de l'État islamique a revendiqué ces différents attentats qui interviennent quelques jours après l'arrestation en Belgique de Salah Abdeslam, le cerveau présumé des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, qui avait fait plus de 130 morts. Et pas plus tard que ce lundi, l'hôtel nord-sud du groupe Azalaï à Bamako, capitale malienne, a été pris d'assaut. L'établissement abritait des militaires instructeurs de la mission de formation de l'Union européenne au Mali. Aucune victime ni dégâts matériels n'a été enregistré. Un assaillant a été tué. On écoute le propriétaire de l'hôtel nord-sud attaqué. Ce qui s'est produit au Mali est malheureux. En fait, c'est la mission de l'Union européenne qui est au Mali et qui assiste l'armée malienne dans sa restructuration et dans sa formation. Donc ce sont des bâtiments que nous avons mis à leur disposition. Ce sont ces bâtiments-là qui ont connu une tentative d'attaque. On ne sait pas réellement, on n'a pas encore beaucoup de détails, on ne sait pas si c'est une personne ou plusieurs personnes. Donc vous avez suivi les nouvelles, apparemment en tout cas il y a une personne qui a été tuée. Est-ce qu'il y a des complices? On ne sait pas. Mais toujours est-il qu'il n'y a pas eu de perte en vies humaines, aussi bien à l'intérieur du bâtiment qu'à l'extérieur, en dehors bien sûr de ce terrorisme. Il n'y a aucun dégât matériel. Donc je pense qu'il y a beaucoup plus de peur que de mal. C'est un acte que nous condamnons bien sûr. C'est un acte qui a été posé pour justement peut-être décourager les partenaires du Mali dans cette voie de la remise à niveau de l'armée malienne. Ce réceptif, en fait, c'est un camp militaire puisque il y a l'état-major de l'EUTM justement qui est là-bas. Toutes les rues adjacentes ont été coupées. Donc ce sont des militaires qui habitent dans ce bâtiment, ce n'est pas des clients ordinaires. Et quand on dit militaire, on pense fortement à sécurité à 100%. Et je pense d'ailleurs c'est pour cela qu'il n'y a pas eu il y a eu beaucoup plus de peur que de mal. Donc c'est un bâtiment qui est fortement sécurisé. D'ailleurs aujourd'hui, que ce soit au Mali ou ici à Abidjan, on constate un niveau de sécurité très élevé. Aujourd'hui on est à ce forum, mais tous les hôtels d'Abidjan sont très fortement sécurisés. Je pense que c'est la bonne réponse aussi bien des autorités de nos pays, mais aussi c'est la bonne réponse des hôteliers. Il faut monter le niveau de sécurité pour assurer justement la quiétude de nos clients. Ce mardi marquait le deuxième jour de l'Africa CEO Forum qui se tient ici à Abidjan. Un panel a été animé par les présidents Alassane Ouattara et John Dramani Mahama. Les chefs d'État ivoiriens et ghanéens ont exposé sur les stratégies économiques de leur pays, qui font partie des pays les plus dynamiques d'Afrique de l'Ouest.
La communauté internationale a célébré ce 22 mars la journée mondiale de l'eau. Cette année, l'accent a été mis sur les liens entre l'eau et l'emploi. En Côte d'Ivoire, le ministère des Eaux et Forêts a lancé la Semaine nationale de l'eau. Malika Koulibaly, Franck Wadiou. 1,5 milliard de personnes sont employées directement ou indirectement dans les secteurs liés à l'eau. L'eau créatrice d'activités. Une raison pour la communauté internationale de célébrer la présente journée sous le thème « L'eau et l'emploi ». La célébration de cette journée afin d'attirer l'attention sur l'importance de l'eau et de promouvoir la gestion durable de cette ressource naturelle. Selon l'UNICEF, 82% de la population a accès à l'eau potable en Côte d'Ivoire. Derrière ce chiffre jugé encourageant se cachent des informations moins réjouissantes, notamment les disparités entre le milieu urbain et le milieu rural, où près d'une personne sur 3 n'a pas accès à l'eau potable. Les manifestations de la Journée mondiale de l'eau et la Semaine nationale de l'eau vont permettre à la Côte d'Ivoire de mettre en œuvre le programme national de développement d'un tissu productif compétitif. Le gouvernement, dans l'optique de faire de la Côte d'Ivoire un pays émergent à l'horizon 2020, projette de mettre en œuvre le programme national de développement, le PND 2016-2020, pour le développement d'un tissu productif compétitif, créateur de richesses et d'emplois. L'eau est de ce fait un facteur essentiel du développement socio-économique durable. Il ne fait nul doute que l'eau joue un rôle capital dans les progrès accomplis à l'égard de chaque catégorie d'objectifs de développement. La Journée mondiale de l'eau et la Semaine nationale de l'eau édition 2016 se tiennent conjointement autour du thème Côte d'Ivoire, pays émergent à l'horizon 2020. Quelle contribution du secteur de l'eau à la création d'emplois et de richesses? À l'étranger, au Niger, la commission électorale a donné hier les résultats provisoires globaux du second tour de la présidentielle. Le président sortant, Mahamadou Issoufou, a été réélu avec plus de 92% des voix. Son rival, Ama Amadou, qui avait boycotté le scrutin, a obtenu plus de 7% des voix. Le taux de participation est de plus de 59%. Au Bénin, le président élu Patrice Talon prendra bientôt du service. La passation de pouvoir est prévue le 6 avril prochain et déjà quelques défis l'attendent. Salimatou Dia, Aboussanougou. Le slogan de campagne Nouveau départ pour le Bénin de Patrice Talon n'est pas anodin. Bien au contraire, il a été en adéquation avec le désir de changement et même de rupture voulu par la majorité des Béninois. Le bilan du président sortant Boni Yayi est contesté par cette même majorité qui sollicite une alternance au pouvoir pour un Bénin nouveau. Une image qu'est prêt à incarner Patrice Talon, opposant déclaré contre le régime actuel. Contrairement à lui, Lionel Zinsou, premier ministre du camp sortant, a rendu hommage à l'action du président Yayi Boni et a même revendiqué son héritage politique lors de la campagne électorale. Une réaction rejetée par les partisans de la rupture qui se retrouvent dès lors dans le camp adverse. Autre situation qui a surtout renforcé la position du milliardaire Patrice Talon, c'est le jeu d'alliance politique stratégique qui a eu lieu entre les deux tours de la présidentielle. Le candidat Sébastien Ajavon, arrivé en troisième position du premier tour avec 23% des suffrages à peser dans la balance de Patrice Talon. Son ralliement ainsi que celui des 23 autres candidats a ouvert la voie à la victoire pour le roi du coton. Aujourd'hui, Patrice Talon incarne le nouveau visage du pays. Il devrait être officiellement investi le 6 avril prochain en attendant la validation des résultats par la Cour constitutionnelle. Pour l'heure, de grands chantiers attendent le milliardaire. La relance économique avec l'objectif d'atteindre une croissance à 2 chiffres, avec un taux de sous-emploi de 53,6%, l'emploi des jeunes à revoir. Le futur président est également attendu sur la question des réformes institutionnelles en vue d'un toilettage de la Constitution pour en extirper les aspects qui ne sont plus en phase avec les réalités politiques et socio-économiques, mais également des réformes politiques pour rendre l'administration béninoise plus performante dans un climat de corruption que dénoncent les populations. Tout ceci devrait marquer pour certains un nouveau départ vers un Bénin émergent. C'est la fin de ce 6h30. Merci de l'avoir suivi. Très bon début de journée à tous et à toutes. RTI 1, la chaîne qui rassemble.